Alexandra Alexandrovna Grigorovitch, plus connue sous le nom d'Alexandra Exter, est née le 6 janvier 1882 à Białystok, dans la province de Grodzianka, non loin de la frontière polonaise. On ne sait pas grand-chose de ses premières années, si ce n'est qu'elle appartenait à une famille biélorusse de la bourgeoisie aisée. Elle avait 3 ans lorsque ses parents allèrent s'installer à Kiev. Elle y fut inscrite dans le meilleur établissement de la ville, élevée dans le respect des bonnes manières, des traditions et de la foi orthodoxe. Elle était très européenne avant l'heure. Elle s'est promenée très immédiatement, déjà avant la guerre de 14. Elle voyageait beaucoup, elle voyait beaucoup d'expositions. Elle voyageait en Allemagne, en Autriche, à Paris. Et elle a fait ses classes dans diverses académies et avec le Louvre. Le Louvre, c'était son grand professeur. Et elle a connu, elle fréquentait beaucoup les soirées de Paris avec Apollinaire, elle connaissait Picasso, Braque. Et se voyait avec les Ukrainiens à Paris sans arrêt, avec Archipenko, Léopold Sauvage. Esther, à l'époque, avant 14, avait d'origine très bourgeoise, ils avaient beaucoup d'argent, alors qu'elle est finalement morte à Paris dans la misère la plus totale. Alors, vous me demandez un truc assez marrant parce que, avec l'âge, on essaye de se distancer de tous ces souvenirs. On remet tout ça dans les tiroirs en disant tout ça c'est fini, il y a longtemps, on n'y pense plus, etc., etc. Et quand on fait une petite interview comme ça, m'obliger à repenser, à réouvrir le tiroir. Boris Kokno, et quand je pense à Boris Kokno, le pauvre, il avait un pied beau, d'un seul coup ça me revient. Il avait des difficultés, il marchait, il était très, très bel homme. Et il avait été le dernier secrétaire de Diaghilev. Et il avait hérité, enfin il avait en sa possession, un énorme stock incroyable de décors et de costumes de tous les peintres et les musiciens qui avaient collaboré avec Diaghilev pendant 25 ans. Tu peux en citer ? Alors il avait des choses extraordinaires, parce que moi j'étais danseur classique, j'avais fait le conservatoire, c'est avec cette occasion-là, avec cette occasion-là que j'ai rencontré Boris Kokno, qui est devenu très très ami avec moi. Et lui m'a parlé évidemment de tous les peintres, et Picasso, et Braque, et Léger, et Joan Gris, et des tas d'autres, de Prunat, de Goncharova, Larionov, qui étaient des piliers des ballets russes. Et il m'a aussi beaucoup parlé des Sakharov, qu'après j'ai rencontré tout à fait amicalement et gentiment, parce que j'avais obtenu une bourse du gouvernement italien qui s'appelait l'Inte del Turismo. Et j'ai atterri à Rome comme élève de Alexandre et Olga Sakharov, que je pensais d'ailleurs disparus depuis longtemps, parce que c'était des gens, il y avait une légende sur eux. Il avait été très très fameux tout de suite après la guerre de 14. Et lui était venu pour la première fois à Paris pour voir l'exposition Cézanne en 1903. Et il avait fait scandale parce qu'il était un danseur tout à fait inouï et qu'il avait dansé pour la première fois nu sur une scène, ce qui à l'époque avait fait absolument un scandale. Mais il était lié absolument avec toute l'élite intellectuelle, musicale, et il était très ami avec Sarah Bernard. Et il donnait à Rome des cours de danse, évidemment, comme des masterclass. Et je suis resté étudier avec eux pendant 1 année. Eux, ils avaient connu parfaitement Alexandra Exter, Goncharova, Larionov, qui avaient même créé des robes pour elle, pour Olga Sakharov, parce qu'elle était très belle, toujours magnifiquement habillée. Et c'était ces grands artistes, Exter ou Goncharova, qui lui avaient fabriqué ou dessiné des robes qu'elle était enchantée de porter dans toutes ses soirées. Et tous ces gens-là m'ont beaucoup parlé d'Exter. Il faut replacer tout ça dans le contexte de l'époque. Tous ces gens-là, dont on parle maintenant, qui font partie de l'histoire de l'avant-garde russe, étaient totalement inconnus. C'était une misère pour eux. Alors moi qui ai connu tous les survivants,
Annenkov, Mantsourov. Ceux qui avaient un peu survécu matériellement plutôt bien et qui ne restaient que les veuves, c'était Nina Kandinsky, Oksana Pouny et Marc Chagall. Tous les autres qui avaient fui le régime soviétique à partir des années 23, 24, étaient dans des misères totales. Exer était totalement oublié. J'étais très lié avec Madame Larionov, la seconde, qui s'appelait Madame Tomiline, qui était aussi dans des conditions matérielles très difficiles, parce que tout ça ne se vendait absolument pas. Et qu'elle habitait à quelques dizaines de mètres de ma galerie rue Furstenberg, elle habitait rue Jacques Callot. Donc elle était toujours fourrée à la galerie. Et on se chargeait d'ailleurs de lui faire des courses, donner des tas de conseils en ce qui concerne les choses fiscales, les problèmes de location de son appartement rue Jacques Callot. Et on essayait aussi de lui vendre des œuvres, ce qui était totalement impossible. Je me souviens de certaines visites que nous faisions à des commissaires-priseurs de Drouot, avec des dessins de Larionov, dont on pouvait obtenir difficilement 50 francs à l'époque. Et une peinture, quand on obtenait 1000 francs, c'était le bout du monde. Et la malheureuse, évidemment, elle était entre les mains des soviétiques, qui étaient tout le temps fourrés chez elle. Et malgré cet appétit soviétique pour les œuvres de Goncharova et Larionov, qui était très restreint, elle n'avait jamais d'argent pour payer son loyer. Dieu que je lui ai payé son loyer des tas de fois et son électricité. Je savais parfaitement qu'ils avaient collaboré, qu'ils avaient inauguré, qu'ils avaient travaillé dans des conditions extraordinaires, qu'ils avaient été des grands novateurs, et que malheureusement, après la Révolution, se réfugiant en France, en Europe, ils étaient devenus presque des inconnus. Surtout à l'époque où je les ai rencontrés vers les années 60. C'était des gens totalement occultés, inconnus malgré. Quand on regardait leurs œuvres des années avant 14, c'était des œuvres extraordinaires. Et puis on l'a aidé à déménager tous ces ateliers qu'elle avait rue Visconti. Et moi j'aurais aimé en tout cas faire une espèce d'inventaire général vite fait des œuvres, parce que là il y avait des monceaux d'œuvres, il y avait des milliers d'œuvres entassées dans tous les coins. Les années 72, 75, par là. La deuxième femme de Mikhaïl Larionov, c'était... elle était, je crois, femme de ménage, non? Gouvernante? Elle était gouvernante. Avant, voilà. Non, elle avait été la maîtresse de Larionov depuis les années 30. C'est un ménage à trois. Bon. Mais elle était assez marrante. Quand je raconterai quelques histoires après, quand ça serait éteint. Ouais. Ça y est, c'est éteint. J'ai encore une vingtaine de pièces de Goncharova et Larionov. Oui, mais tous ces gens-là, je les ai parfaitement connus. Parce que Nina Kandinsky, on va passer sur un détail assez troublant, mais bon, elle aimait beaucoup se faire transporter. Alors elle m'appelait tout le temps, parce que j'avais une voiture, je la transportais sans arrêt chez Maxime ou à Beaubourg. Et Oksana Pouny aussi, c'était lui-même acabit. Mais ces gens-là, ils étaient très sensibles aussi par le fait que je m'intéresse à cette époque. Vous vous intéressez à eux? Oui, oui. Enfin, Kandinsky, elle n'avait pas besoin de moi. Hein, elle pouvait vendre des œuvres très très chères déjà. D'ailleurs, quand elle prêtait une œuvre, elle disait « Kandinsky, grand génie, coûte très cher ». Parce que elle se cachait derrière les prix d'assurance dont elle gonflait les prix. Moi, ma première exposition d'avant-garde russe, elle m'a prêté un tableau dont elle m'a demandé 15 millions à l'époque, mais on a transigé pour 500 000. Mais elle n'avait pas besoin de moi pour vendre des choses dans les grands musées internationaux. Moi, j'avais cette galerie à Paris où je montrais que des choses russes, évidemment. Il y a plein de gens qui venaient me voir et pour me proposer des œuvres, qui venaient ou de Russie ou même des familles ici en Europe. Et un jour, je reçois un couple de Russes israélites qui avaient réussi à sortir de Russie et qui avaient une aquarelle de Kandinsky magnifique. Je ne me souviens plus dans quelles conditions ils s'étaient procurés, mais enfin bref. Donc moi, je ne pouvais pas faire d'authentification pour ce truc-là, parce que visiblement, ils n'avaient pas un rond à part leur brosse à dents.
Donc je prends rendez-vous avec Nina Kandinsky et j'emmène le couple voir Nina à Neuilly. Alors on en arrive, etc. Les personnes montrent l'œuvre qui était roulée, même en bon état, et qui était vraiment magnifique, qui était une œuvre de Kandinsky des années, je ne me rappelle plus, 15-16, mais enfin de la très belle époque. Et immédiatement, Nina, comme d'habitude, donne un avis absolument négatif en disant ça, jamais, jamais, etc. Je vais le faire saisir, et bibibu, blablabla. Alors on essaye d'arrondir les ongles en disant les gens sortent de Russie avec leur brosse à dents, sont en route, ils ne veulent pas aller en Israël, mais sont en route pour les États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait avec cette aquarelle? J'ai dit à Nina, je t'assure, vraiment l'aquarelle est absolument authentique, c'est aucun. Non, c'est faux. Bon. On prépare à sortir, les gens sortent les premiers, puis au dernier moment, hein, Nina me donne un coup de coude comme ça, elle me dit « Ah, t'as vu, hein, je les ai bien eus. Hein. » Alors, Là, le personnage, c'était la question que tu te posais tout à l'heure. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Vous pouvez toujours téléphoner ou montrer une œuvre à la fondation, enfin à ce nouveau groupe pour léger, c'est en bas à droite ça ne va pas, en haut à gauche, au milieu, c'est absolument ridicule. Et vous faites la même chose avec des tas d'autres artistes.